Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Aujourd'hui, pour l'événement politique du mois, nous avons décidé d'aller rencontrer le sénateur Jean-Marie Bockel, qui a eu la gentillesse de nous accueillir ici dans ses bureaux au Sénat français. Nous allons lui poser des questions sur le Gabon, sur l'Afrique et bien sûr sur la France, car actualité oblige, ça bouillonne aussi en France en ce moment. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Il y a longtemps que moi particulièrement et beaucoup d'autres téléspectateurs n'avaient plus entendu parler de vous depuis que vous avez quitté le gouvernement Sarkozy. Que devenez-vous? Écoutez, je consacre mon temps essentiellement au Sénat, où je suis à la commission de la Défense et des Affaires étrangères. Donc ça me permet de travailler à la fois sur des sujets défense, comme les enjeux de cyberdéfense, et aussi sur des sujets géopolitiques. J'ai fait, il y a 3 ans, avec le socialiste Jeannie Lorjou, un rapport « L'Afrique et notre avenir », sur lequel j'ai fait un colloque d'ailleurs il y a quelques jours au Sénat, et sur d'autres questions encore. Je suis également dans les instances dirigeantes de l'UDI, où je suis d'ailleurs aussi je suis porte-parole sur les questions internationales. Et puis je garde pour quelque temps encore une responsabilité de président de l'agglomération mulhousienne, dont je fus jadis le maire, mais avec le cumul, la fin du cumul des mandats, je vais passer le relais l'année prochaine pour me consacrer entièrement à mon activité sénatoriale et politique. Et je continue évidemment, depuis mon passage à la coopération, mais c'était déjà le cas depuis longtemps, à m'intéresser aux enjeux du continent africain. Oui, les enjeux du continent africain, vous tapez là directement dans le mille. Il y a eu des élections présidentielles au Gabon le 27 août dernier. Il faut dire, nous sommes le 8 décembre, donc plus de 3 mois après ces élections-là. Vous avez été l'un des premiers hommes politiques français à déclarer et reconnaître la victoire de Jean Ping. Est-ce que vous restez toujours sur ce point de vue-là? Évidemment. Bon, d'abord, on parle de l'Afrique, vous me parlez du Gabon. Bon, on ne peut pas réduire les problèmes de l'Afrique au seul Gabon, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit pays, mais c'est un pays qui est un peu emblématique de ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique et de ce qu'on peut encore appeler aujourd'hui la relation de la France à l'Afrique et dans l'espace francophone et des évolutions nécessaires à la fois dans cette relation et au sein de cet espace. Bon, moi, si vous voulez, je n'ai pas d'a priori. Je connais évidemment le président Ali Bongo depuis l'époque où j'étais à la coopération du temps d'Omar Bongo et j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. Et quand il est arrivé en responsabilité en 2009, peu importe les circonstances à l'époque, je n'avais pas d'a priori négatif. Il avait un discours novateur. Au fond, de mon point de vue, il avait sa chance. Et bon, après, c'est pas à moi de faire le bilan de ce qu'il a fait de bien et de ce qu'il n'a pas fait ou de ce qu'il n'a pas fait de bien. C'est aux Gabonais d'en décider. Jean Ping, je l'ai aussi connu à cette époque, puisqu'il était proche d'Omar Bongo. Il était ministre des Affaires étrangères. Je l'ai connu également dans mes responsabilités ministérielles à la Défense. Donc, quand j'ai quitté la coopération, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Addis Abeba lorsqu'il était le patron de la commission de l'Union africaine. Donc, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Lorsqu'il a décidé de s'engager dans la présidentielle, il a établi des contacts comme tout un chacun. Et à l'époque, nous avons effectivement rétabli le contact. Voilà, c'était une campagne gabonaise. Il m'est arrivé de rencontrer 1 ou 2 fois avec d'autres parlementaires français, mais sans m'engager aucunement dans cette campagne qui concernait le Gabon. Mais effectivement, j'ai assez vite compris que, il avait gagné nettement l'élection. Jean Ping. Jean Ping, qu'on n'était pas sur une affaire d'élection, vous savez,
où ça se joue à quelques voix, etc. Le résultat était net, et en plus, avec un système de décompte traditionnel, papier, etc., qui, surtout si c'est l'opposant qui gagne, pouvait avoir une certaine crédibilité. Et j'ai aussi compris assez vite que le président sortant n'était pas parti pour reconnaître sa défaite avec élégance, comme cela devrait arriver. En Gambie, par exemple. Par exemple, on ne peut pas dire que le président gambien soit, a priori, un grand démocrate. Donc, voilà. Et donc, j'ai considéré à ce moment-là qu'il était de mon devoir, en tant qu'habit de l'Afrique, de saluer le résultat démocratique et incontestable de cette élection, et c'est la raison pour laquelle j'étais un des premiers à saluer le président élu. Voilà. Après, la suite de l'histoire, on la connaît, quoi. Pour vous, Jean Ping est donc le président démocratiquement élu jusqu'aujourd'hui? Je vous dirais, si c'était que pour moi, moi, je ne suis pas marié avec Jean Ping. Ça aurait été Ali Bongo, je l'aurais dit de la même manière. Mais si ce n'était que moi, on pourrait dire, tiens, pourquoi M. Bockel se mêle tel Don Quichotte de ce scrutin? Mais il se trouve qu'il y avait des observateurs de l'Union européenne. Il se trouve qu'ils ont d'emblée mis des réserves. On attend le rapport qui a été retardé de quelques jours, mais je pense que il sera intéressant. D'autres pays qui sont présents au Gabon et qui étaient soucieux de la... comment dirais-je, de la bonne tenue de ce scrutin démocratique ont émis un certain nombre de réserves, que ce soit la France, mon pays, les États-Unis, mais c'est vrai aussi de l'Union africaine. Donc j'ai quand même le sentiment que, à mon avis, que cette élection, enfin que la proclamation de cette élection ne traduisait pas la réalité, était partagée par beaucoup. Je ne rentre pas dans les détails maintenant connus de tous, de la manipulation qui a porté en fait sur la province voilà, qui est la province d'Ali Bongo, et où le résultat proclamé, si c'était pas grave, on pourrait sourire. C'est vraiment aucunement crédible que y ait à ce point un détournement du résultat pour arriver à faire tout juste le compte. Tout ça, non. Voilà. Donc j'ai choisi effectivement, après l'élection, mon camp qui est celui du respect de la démocratie, mais comme un ami extérieur au pays, bien entendu. Et après, c'est d'abord l'affaire des Gabonais, mais les Gabonais, ils ont besoin aussi que les instances internationales, que les pays amis s'expriment. S'exprimer ne veut pas dire s'immiscer. Mais on ne peut pas faire semblant de ne pas voir ce qui s'est passé. Alors, lorsqu'on vous écoute, on comprend très bien que pour vous, la démocratie a proclamé Jean Ping, et malheureusement, il va falloir se battre pour lui, se battre s'il veut un jour occuper ce fauteuil de président de la République. Après, moi, il ne m'appartient pas de dire ce que doivent faire les uns et les autres. Quand Jean Ping est de passage à Paris, je le rencontre, voire je l'invite lorsque j'organise des réunions, parce que je pense que ce qu'on peut faire pour l'aider, c'est lui permettre de s'exprimer sur toutes les tribunes possibles. Le reste lui appartient, lui et tous ceux qui l'ont soutenu au deuxième tour. C'est pas à moi de dire ce qu'il doit faire. D'autres voix s'élèvent dans le camp adverse que vous n'avez pas, entre guillemets, soutenu pour dire ceci. C'est parce que le papa d'Ali Bongo, feu Omar Bongo, avait demandé votre tête lorsque vous étiez dans le gouvernement Sarkozy, que vous avez décidé de soutenir. Bien, que répondez-vous à ceux qui pensent ainsi? Déjà que c'est pas le sujet, c'est pas ce que je dis qui a fait l'élection, on est d'accord. Ensuite, je crois ne pas avoir donné l'image de quelqu'un de rancunier. Et plusieurs de mes amis gabonais le savent. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, j'ai rencontré à plusieurs reprises, à l'époque, j'étais encore au gouvernement, Ali Bongo, de manière extrêmement cordiale et avec plutôt un a priori positif. Donc ceux qui me connaissent savent que je ne fonctionne pas comme ça. La seule chose qu'on peut dire sur cet épisode, c'est ce qui était à l'origine
de mon élection, c'est-à-dire mes propos sur la France-Afrique, et ça, je l'assume pleinement. Tout le reste, c'est des petites histoires qui, en fait, n'ont rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est un scrutin qui a eu lieu. C'est pas moi qui l'ai fait, le scrutin. Hein. Alors, ces propos sur la France-Afrique fustigeaient un peu cette relation presque incestueuse qu'il y a entre la France et ses anciennes colonies. Pouvez-vous nous donner la quintessence de ces propos-là qui vous avaient valu les diatribes? Oui, vous savez, c'est une vieille histoire, mais je me suis rendu compte, en essayant d'appliquer la feuille de route que j'avais eue du président Sarkozy, qui était claire, qui était de renouveler la relation. Il avait d'ailleurs fait un très beau discours à Cotonou avant son élection. Je ne parle pas du discours de Dakar, je parle bien d'un discours qui a précédé son élection. Dakar, je préfère ne pas l'écouter. Oui, moi j'étais présent, mais c'est une autre histoire, et qui me paraissait une excellente feuille de route sur le renouvellement de la relation à l'Afrique. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à vouloir faire vraiment le travail, en parfaite intelligence et en parfaite coordination avec et le président Sarkozy et la cellule Afrique de l'Élysée, qui m'a d'ailleurs suivi jusqu'au bout dans ses déclarations, eh bien, je pensais être dans le juste, quoi. Et je ne suis pas, moi, un furieux, je ne suis pas quelqu'un qui est dans la provocation permanente. Mais de temps en temps, il faut dire les choses. Et quand j'ai vu, à un moment donné, au bout de quelques mois, réarriver ces vieux réseaux qu'on croyait mis de côté, je me suis dit, il faut marquer le coup. Et d'ailleurs, la première réaction du président Sarkozy, quand je l'ai fait, ça a été de me soutenir. Ensuite, dans les semaines qui ont suivi, il y a un certain nombre comment dirais-je, d'interventions, de pression qui ont dû s'exercer, qui ont fait qu'à un moment donné, il est apparu que mon maintien au gouvernement pouvait compliquer la relation avec certains pays amis traditionnels de la France. Bon, ben voilà, c'est tout. Mais cette déclaration, en tout cas, si vous m'en parlez 9 ans après, presque 9 ans après, nous étions en janvier 2008, nous sommes en décembre 2016, c'est parce qu'elle a bien marqué les esprits, et donc de ce point de vue-là, elle a eu peut-être une certaine utilité. Et ces pratiques, elles existent sûrement encore, mais force est de reconnaître qu'elles ont moins d'incidence aujourd'hui. Et les tenants de ces vieux réseaux sont peu à peu marginalisés, que ce soit par la droite ou la gauche. Tant mieux. Vous parlez des tenants de ce réseau. Est-ce que Maître Bourgi a contribué à votre chute à l'époque? Il le dit, il s'en est vanté. Alors, c'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer après. On s'en est expliqué. Comme je vous le dis, je ne suis pas rancunier. Et c'est vrai que quelques temps après, il a fait amende honorable de manière publique, en dénonçant. Est-ce qu'il l'a fait de manière sincère, ou est-ce qu'il l'a fait parce qu'il avait des comptes à régler, ou est-ce que c'est un mélange des deux? C'est à lui qu'il faut poser la question. Alors, vous avez été l'un de ceux qui avait pondu ce rapport déclarant que l'Afrique est notre avenir dans nous, la France. Aussi difficile qu'on peut l'imaginer. Oui, bon, je suis concerné car français. Si l'Afrique est l'avenir de la France, mais quel est l'avenir des Africains? Mais je pense que quand je dis l'Afrique est notre avenir, je ne dis pas que l'Afrique est l'avenir de la France. Je dis que l'Afrique est notre avenir commun. C'est-à-dire que c'est une manière de dire d'abord que nos sorts sont liés. Nous avons à la fois une histoire en partage, avec des heures glorieuses, des moments extrêmement forts de rapprochement, et aussi des heures sombres. Il y a eu l'esclavage, il y a eu parfois la décolonisation qui n'a pas toujours produit les effets espérés, etc. Oui, mais enfin ça, c'est pas un problème, je dirais, propre à notre relation. C'est un problème de l'Afrique, comme c'est le problème de l'humanité, lorsque, à un moment donné, il y a des gens qui perdent tout sens de l'humanité, justement. C'est un autre sujet. Mais pour revenir à nous, l'Afrique est donc notre histoire, l'Afrique est notre avenir commun, c'est-à-dire que la manière dont l'Afrique, continent proche, voisin, à nos portes, va se développer, va surmonter ces défis que je décris dans ce rapport, qui sont immenses, défis démographiques et climatiques, défis migratoires, défis du développement, défis de la bonne gouvernance, défis de la paix plutôt que de la guerre, ça aura des conséquences.
Ça aura des conséquences et dans notre relation et dans notre devenir. Ce que je dis, au fond, c'est une évidence que tout le monde perçoit. Mais on peut avoir face à cette évidence une attitude craintive, défensive, qui n'est jamais suffisante. Ou au contraire, une attitude responsable, réaliste, pragmatique, mais aussi une attitude non seulement de dialogue, mais de travail en commun. Que ce qu'on peut faire ensemble. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, le regard qu'on porte sur l'Afrique doit également changer. L'Afrique, c'est pas simplement un continent qu'il faut, entre guillemets, aider. L'aide au développement, même si cette aide peut avoir parfois son utilité, son importance. Aujourd'hui, c'est aussi un continent où il faut investir. Les pays émergents l'ont compris, à commencer par la Chine. Mais nous aussi, on attend de nous qu'on investisse, pas seulement de l'argent. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour la France ? Vous savez, il n'est jamais trop... Non, ça, c'est des propos un peu faciles, quoi. Il n'est jamais trop tard. Je veux dire, trop tard, ça voudrait dire que des pays comme la France, il n'y a pas que la France, il y a d'autres pays européens aussi qui sont concernés par ce propos, mais là, on parle de la France. C'est comme si on voulait dire que la France n'est plus présente en Afrique. Ça n'est pas vrai. On a beaucoup travaillé dans notre rapport. On s'est éloigné des généralités, des poncifs et des propos un petit peu définitifs. Non, il y a une réalité économique. Beaucoup d'entreprises françaises sont présentes, même si heureusement il y a de plus en plus d'entreprises africaines, et c'est tant mieux. Il y a une présence donc économique, il y a une présence culturelle. La francophonie, elle est peut-être en crise, elle a peut-être des difficultés, mais elle a aussi évolué, elle n'a sûrement pas disparu. Présence culturelle, présence dans le domaine scolaire, universitaire, etc., dans le domaine des échanges également. Elle a certainement des mauvaises décisions qui ont pu être prises à certaines époques sur les visas, etc. Mais cette présence, elle existe toujours. Et puis, présence sécuritaire, excusez du peu. Mais il y a quand même des enfants de France qui se font tuer en Afrique pour également contribuer à la sécurité de l'Afrique et aussi, ce faisant, à la nôtre. Bien sûr, c'est lié. Donc, on est encore présent. Et quand on va en Afrique, le regard a changé. Heureusement, d'ailleurs, il y a plus ce regard. Changé, oui, mais pas forcément que en mal, si vous voulez. Que en mal. Le regard un petit peu, si vous voulez, répétitif, sur où on passe son temps à essayer de nous donner mauvaise conscience. Parfois, on a l'impression que certains Africains, quand ils s'expriment sur la France, font porter à la France, 60 ans après, tous les maux de l'Afrique. Et il y en a d'autres qui ont commencé à comprendre qu'il fallait aussi savoir se prendre en main soi-même, prendre en main son destin, qu'on ne pouvait pas tout le temps reporter sur les autres ses propres responsabilités. Car la réalité de l'Afrique en ce moment, c'est d'abord la responsabilité des Africains. Et les maux de l'Afrique aujourd'hui, c'est d'abord les maux des Africains. Il faut aussi oser le dire. C'est en tout cas ma position. C'est en tout cas ma position. Et je pense que de ce point de vue-là, la relation qu'on peut avoir, elle doit être beaucoup plus partenariale. Et il y a une attente aujourd'hui d'un certain nombre d'Africains de ce qu'on peut faire ensemble, dans le respect de l'Afrique et des Africains, et pas simplement un mélange à la fois de critiques systématiques de ce que nous avons en partage comme histoire et d'attentes souvent peu raisonnables. La relation, elle s'est rééquilibrée. Et donc ça offre un champ nouveau dans la relation partenariale. Et nous sommes encore présents. D'ailleurs, un certain nombre d'Africains sont aussi revenus de tout ce qu'on pouvait attendre, parfois là aussi d'excessif, de la présence de pays comme la Chine. La Chine est là, elle est là pour longtemps. Et elle va aussi savoir faire évoluer sa présence. Il n'y aura pas que simplement du pillage du sol et du sous-sol et des investissements uniquement pour faire plaisir à un certain nombre de dirigeants sans aucune contrepartie, qui dure depuis toujours, bien entendu. Mais je veux dire, ça ne s'est pas arrêté. Et ça peut aussi changer un jour. Et nous avons également fait, si je puis dire, notre examen de conscience. Ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de pas bien, et ce qu'on peut faire de bien ensemble. Moi, je pense qu'il faut complètement changer le regard. Et ceux qui sont tant côté français qu'africains uniquement sur le regard du passé, ceux-là, ils n'apporteront rien. Ils se trompent. Et moi, qui ai connu ces époques, je fais partie de ceux qui disent il faut changer le regard, mais il faut agir ensemble. Je suis d'accord. Sachant que c'est à l'Afrique, c'est l'Afrique qui a la main. C'est l'Afrique qui doit donner le ton. Je vous donne un exemple très simple et qu'il faut savoir dire aussi. Un des mots importants de l'Afrique aujourd'hui, quelles qu'en soient les causes, c'est la mauvaise gouvernance. Il y a bien soutenue par l'Élysée.
Non, mais ça c'est un propos gratuit. La mauvaise gouvernance, c'est même un propos ridicule que vous tenez. Mais si, c'est ridicule parce que vous tombez dans la caricature de dire tout ce qui ne va pas, c'est votre faute. Mais non, mais soyez adulte, soyez un peu adulte. Prenez-vous en main. Je veux dire, c'est pas l'Élysée, c'est pas l'Élysée. Non mais là, peu importe ce que vous êtes, ce n'est pas l'Élysée qui va décider de la bonne ou de la mauvaise gouvernance de l'Afrique. D'accord ? C'est l'Afrique. Il y a des pays africains, y compris hors francophones d'ailleurs, qui ont une meilleure gouvernance. Certains pays francophones font les efforts. C'est pas qu'un problème de démocratie, c'est un problème global. Ça viendra pas de nous. Après que l'Élysée d'hier ou l'Élysée d'aujourd'hui puisse commettre des erreurs, soutenir de mauvaises causes, ça fait partie, bien sûr, de la nature humaine. Mais sortez de cette idée que c'est à l'Élysée, nom d'un chien, que va se décider le devenir de l'Afrique. C'est vous qui allez le prendre en main. C'est les Africains, peu importe que vous soyez double nationaux. Ça, chacun. Oui, mais ça c'est votre choix. Oui, non, mais on ne parle pas de vous. Vous n'êtes pas le sujet. Le sujet c'est l'Afrique. Peu importe qui vous êtes et quelle est votre nationalité. Mais en tout cas, l'avenir de l'Afrique dépend d'abord de l'Afrique. C'est ça que je veux dire. Bien, monsieur le sénateur, tout récemment, j'avais Bernard Bragard, ancien maire de Courcouronnes, qui a d'ailleurs installé Emmanuel Valls à Ivry, ancien conseiller technique de Marc Gallo et donc de François Hollande, actuel président, qui déclarait ceci: les multinationales ont pris le dessus sur les nations colonisatrices d'hier, aujourd'hui, et que finalement des personnes morales comme Total ou bien physiques comme Bolloré connaissaient mieux l'Afrique que les dirigeants français d'aujourd'hui, et que ce sont eux qui dictent le là. Pour moi, ce discours est un discours du passé, c'est un discours qui n'apporte rien, qui ne sert à rien, qui est globalisant, qui est grotesque à certains égards. Le discours sur les multinationales, je peux aussi vous le tenir, et une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ? Bon, multinationale ne veut pas dire mal. Total est une très belle entreprise. C'est une entreprise dont la France peut être fière, et je suis très heureux que Total soit présente en Afrique. Total commet sûrement des erreurs, mais Total a certainement un comportement plus respectable qu'un certain nombre d'autres multinationales du pétrole. Donc, je veux dire, si on veut flinguer Total pour que Total soit remplacé par des géants américains, chinois ou autres, allons-y. Bon, et le devenir de l'Afrique, c'est pas que ces entreprises, c'est aussi tout le réseau d'entreprises africaines qui se mettent en place. Vous prenez Bolloré. Moi, je ne suis pas un ami de M. Bolloré, et je ne donne pas à M. Bolloré le bon Dieu sans confession, mais M. Bolloré est un très beau fleuron français qui est présent dans les infrastructures africaines. Heureusement qu'ils sont là, dans un certain nombre de pays. Ils ont fait un travail remarquable. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, ça ne veut pas dire qu'ils doivent tout avoir, ça ne veut pas dire que de temps en temps ils ne sont pas fourvoyés, ça ne veut pas dire que de temps en temps il ne faut pas qu'il y en ait d'autres qui gagnent contre eux et qui leur taillent des croupières. Ça s'appelle la concurrence. Mais ne confondons pas, comme on dit, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'il y a eu des comportements discutables ou inacceptables qu'il faut d'emblée condamner la présence française d'entreprises importantes. Et on pourrait en citer d'autres. Donc le discours consistant à tenir les mots de l'Afrique aujourd'hui, qu'aurait tenu selon vous cet élu, c'est un discours, oui, mais personnellement c'est un discours dans lequel je ne me retrouve que je ne me retrouve pas, même si on peut dire des bêtises sur un fond de vérité. La critique, souvent, peut être juste, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait, si vous voulez, on pourrait prendre d'autres exemples. Ce qu'il faut, c'est pas dire c'est mal qu'il y ait un certain nombre de fleurons, par exemple français, qui sont en Afrique. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est comment faire pour qu'ils puissent donner le meilleur et pour qu'ils ne fassent pas, qu'ils ne reproduisent pas les erreurs qui ont pu être commises par le passé ou que certains groupes commettent en termes de pillage de l'Afrique, alors qu'on est plus aujourd'hui dans du partenariat, du co-développement, un développement équilibré, des échanges, le plus haut niveau d'échange. Vous savez, moi j'aime beaucoup la parole qui a été tenue lors d'un sommet entre la France et l'Afrique. Il y a eu un sommet économique à Bercy, c'était il y a quelques années, j'y étais d'ailleurs, où une ministre nigériane du Nigeria des Finances a fait un très beau discours, je vous le reprends non pas mot à mot, en disant le navire Afrique est en train de quitter le quai, il va traverser des tempêtes, ça ne sera pas facile tous les jours, on va rencontrer des écueils, des récifs, mais où vous êtes dans le navire, vous êtes avec nous dans le navire, vous n'y êtes pas. Sous-entendu, vous êtes partenaire de ces enjeux de développement ou pas.
Il y a d'autres très belles idées qui sont portées aussi par des responsables français. Moi, je suis un ami de Jean-Luc Borloo et je soutiens son combat pour bien sûr, il le mérite pour l'électrification de l'Afrique. Ça, c'est des très beaux chantiers. Et il a fait le tour des chefs d'État africains, des instances africaines, des instances également mondiales, européennes, car évidemment, là aussi, il faut être tous autour de la table pour relever ce défi. Avez-vous jamais entendu parler du pacte colonial, monsieur le sénateur? Non, je pense que le pacte colonial stipulerait que tant que la France peut produire certains denrées comme des céréales, certains pays anciens colonies françaises n'ont pas le droit de produire. C'est des conneries tout ça. Je veux dire, vous sortez des vieilles lunes. Je ne sais pas si ça a existé un jour ou pas. C'est possible, mais c'est pas les sujets d'aujourd'hui. Je vous explique. C'est pas les sujets d'aujourd'hui. Votre regard sur le devenir de l'Afrique m'effraie. Je pense que ce que vous dites, ça fait partie du problème. Si l'Afrique doit se développer sans pouvoir produire ses propres céréales, qu'elle le décide. Mais qu'elle le décide. Mais qu'elle prenne son destin en main. Vous parlez de pacte colonial en 2016, c'est d'un grotesque absolu. Enfin, c'est ridicule. Écoutez, voilà, vous avez ma réponse. Je vais vous donner une petite théorie. Vous me direz ce que vous pensez. Cette théorie, je l'avais donnée à Dominique Strauss-Kahn il y a 11 ans. Je l'avais donnée à Michel Roussin il y a 11 ans également, à bien d'autres, à notre ami commun Jacques Gauthier. Je pense qu'aujourd'hui, la France devrait prendre les devants, proposer de nouveaux accords à ses anciennes colonies, car celles d'hier avaient été signées entre la France et la France. Lorsque je dis la France, c'est quoi? C'est que ce jour-là, nous, Français, choisissions qui nous voulions mettre à la tête de ces pays-là. Et c'est limite si on ne tenait pas sa main pour apposer sa signature sur le document. Aujourd'hui, Mamadou est major de sa promotion dans les grandes écoles françaises et d'autres. Hier, Mamadou ne savait pas écrire son nom. Un enfant qui a 10 ans mange ceci de pain, à 15 ans il mange cela, à 18 ans il se l'achète, sinon ça devient la bagarre. Est-ce que la France ne gagnerait pas aujourd'hui en proposant de nouveaux accords, en faisant une refonte profonde des accords signés il y a quelques années pour 100 ans? Il faut regarder, si on parle des accords commerciaux, il faut les regarder les uns après les autres. Un pays souverain, moi j'ai vu le Niger sur les questions d'exploitation d'uranium, il a su complètement remettre en cause des accords qu'il considérait comme déséquilibrés. Bon, nous avons su remettre également sur la table les accords de défense, et nous avons aujourd'hui, malgré le scepticisme qui a pu exister au début, des accords de défense qui ne visent pas à soutenir des régimes. D'ailleurs, nous en apportons la démonstration, mais au contraire à assurer la sécurité commune. Hein. Mais je pense que la manière dont vous abordez cette question ne me plaît pas, parce qu'elle me paraît pas être une manière responsable, tournée vers l'avenir, comme si un accord commercial anti-déluvien aujourd'hui déterminait le devenir d'un certain nombre de pays africains. Aujourd'hui, chacun est libre de renégocier. Vous le savez bien, d'ailleurs beaucoup de pays l'ont compris et le font. Je pense pas aujourd'hui que la France soit le problème, je pense pas que les accords du passé soient aujourd'hui le problème dans le développement de l'Afrique. Voilà ma conviction. Donc vous ne m'avez pas convaincu. Dernière question, je ne sais pas vous convaincre, je pose mes questions. Ok, moi j'ai pratiquement fini là. Bien entendu. Que pensez-vous de la monnaie, le franc CFA? Je suis favorable, mais je pense que tout le discours anti-franc CFA, elle a aussi un discours daté. Je pense que c'est l'intérêt de l'Afrique de garder cette stabilité. Je pense qu'on peut en faire évoluer la gouvernance. Je ne suis pas un spécialiste des questions financières, mais je me suis intéressé au sujet. Et je pense que le discours qu'on entend très souvent, que ce soit en France, en Afrique ou ailleurs, sur le fait que le jour où on aura fait sauter le franc CFA, l'Afrique ira mieux, pourra mieux se développer, est un discours extrêmement dangereux. Voilà ma position. Dernier paragraphe, c'est la France. Qu'avez-vous pensé des primaires du centre et de la droite? Elles se sont déroulées de manière régulière. On annonçait le chaos, il n'y a pas eu de chaos. Le seul regret que je peux avoir, c'est qu'il n'y ait pas eu de candidat centriste. Mais ça veut dire qu'on n'avait peut-être pas d'hommes ou de femmes en capacité de figurer de manière, disons, utile dans de telles primaires. Par contre, les candidats qui se sont affrontés à la primaire ont fait dans l'ensemble plutôt honneur à ce débat. Et d'ailleurs, les Français qui se reconnaissent dans le droit et du centre ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils se sont déplacés bien au-delà de toutes les prévisions. Donc j'en pense plutôt du bien.
François Fillon est-il donc un bon candidat pour 2017? C'est le candidat qui a été désigné. Je l'ai connu puisque j'étais dans son gouvernement quand il était Premier ministre. C'est quelqu'un qui a le sens de l'État, qui a des qualités importantes de gouvernement. Il a un projet qui, à certains égards, à mon avis, est encore améliorable. Et je pense que dans les semaines qui viennent, il va falloir qu'il affûte son programme sur certains sujets, qu'il apporte la démonstration qu'il est réalisable et qu'il apportera du progrès. Et nous allons d'ailleurs le rencontrer, nous, les parlementaires centristes, dans quelques jours, parce que nous avons aussi une réflexion, des projets, une sensibilité sur un certain nombre de sujets que nous allons lui donner, puisqu'il, lui, maintenant, il a, au fond, fait une campagne à partir de la droite. Il a réussi. Il a eu un programme très, très, très marqué. Maintenant, il faut qu'il soit capable de rassembler la droite et le centre pour aller à l'élection dans les meilleures conditions possibles. C'est son défi. Et les futures primaires à gauche, qu'est-ce qu'elles vous inspire? Joker. Emmanuel Macron a décidé de ne pas s'y présenter. Oui. Joker. Je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas d'espace parce que ça va être une affaire entre la droite et la gauche dans le monde d'aujourd'hui. Peut-être qu'il aura un espace dans le monde de demain, prochaine élection présidentielle, s'il persévère dans la durée. Mais pour ce qui est de l'élection d'aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas d'espace. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas un score, mais je ne le vois pas en capacité de l'emporter et de rassembler la droite et le centre et la gauche, etc. Pour ce qui est de la gauche, attendons de voir ce qui va en sortir. En tout cas, toutes les conditions seront peut-être réunies pour qu'effectivement il y ait une présidentielle de bonne qualité. Dernière question, que pensez-vous de la réélection de François Hollande et du retrait de Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est un vrai retrait? Le retrait de Sarkozy, c'est qu'il n'a pas gagné la primaire, donc ça veut dire que les Français ne voulaient pas recommencer avec les mêmes, et d'une certaine manière, on pourrait dire la même chose de François Hollande, mais il faut lui reconnaître au moins une certaine lucidité, une certaine dignité dans sa décision, et dans le monde difficile dans lequel on est, qu'il puisse être président de la République un peu à l'extérieur de la bataille électorale jusqu'au bout, ça peut aussi présenter un aspect positif. Et ça peut lui permettre peut-être de sortir de ces 5 ans plutôt par le haut que par le bas. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et que j'ai oublié? Non, aucune, merci. Merci, monsieur le sénateur. Je vous en prie. Ok.